le fait d'avoir ce prix aujourd'hui pour ce magnifique personnage de la marquise de Merteuil, ça me donne une émotion, folle parce que, mais j'y crois pas, en fait. J'y crois pas et pourtant je suis heureuse et j'ai un nom célèbre, je viens d'une famille célèbre et se faire un prénom, c'est très difficile. Ça m'a pris du temps et j'ai l'impression, grâce à l'association de la Régie théâtrale, qu'ils m'ont donné la possibilité de me faire ce prénom. Je crois même que Jean-Paul Belmondo, c'est le seul prix qu'il avait accepté de recevoir. C'est un prix prestige, c'est un prix de théâtre, c'est un prix qui sent la scène, qui sent l'artisan. Et pour moi, qui pense le métier comme ça, le métier de comédienne de théâtre, c'est vraiment l'artisanat. Le théâtre, c'est difficile de jouer tous les soirs, d'essayer de donner tous les soirs la même énergie, tous les soirs la même émotion pour les gens qui viennent et qui, eux, ne connaissent pas le spectacle. Donc pour moi, c'est le prix précieux. Ben, je suis très impressionnée d'avoir le prix du brigadier. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est une grande émotion pour moi. Et je suis très émue, quoi. On n'est pas habitué, les costumiers, les gens ça, qui sont derrière à avoir des prix. Enfin, c'est rare. Hein. Et je suis très contente de l'avoir avec Rouvet Luis, parce qu'on a toujours les choses ensemble. Moi, j'ai 90 ans dans 3 mois. Et j'ai commencé, j'avais 20 ans. Et je continue encore. Je suis au Moulin Rouge, où je suis consultante. Hein. Je ne travaille pas 8 heures par jour. Mais je vais presque tous les jours au Moulin. Et je suis très contente. C'est-à-dire ça a une valeur de symbole. Alors évidemment, puisqu'il y a, il y a le titre pour l'ensemble de sa carrière, bon, brigadier d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, c'est lourd à porter. Ça vous permet de repenser à votre carrière. Et je pense que le plus important pour moi, ça a été le début. Le début de tout ça. Alors c'est avec émotion parce que ça me remet proche de ma famille, avec ma mère qui m'avait beaucoup soutenue pour tout ce qui est artistique. Et voilà, alors il y a quelque chose d'une émotion qui se dégage de tout ça. Voilà. Moi, quand je suis rentrée à la Comédie Française, il y avait un brigadier. Ta 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 ta. Ah, 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 quand vous étiez dans la salle. Ah, la pièce commence. Et on était dans un autre univers, quoi. C'est ça. Et pour moi, c'est ce symbole-là, quoi. C'est magnifique. C'est comme si on se retrouvait du temps de Molière, les théâtres les tréteaux, etc. C'est la grande promenade, c'est l'aventure. Et puis voilà, ça commence. Et le théâtre se présente à vous. Et il y a l'éblouissement. Voilà. C'est tout ça, si vous voulez. C'est très sentimental, hein. C'est vraiment le symbole. Le symbole du théâtre, c'est ça. C'est le brigadier. Le prix du brigadier, c'est un prix assez mythique, surtout pour une pièce d'Anouilh, parce qu'on sait tous que... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on répète souvent, que Anouilh avait refusé tous les prix, mais il avait accepté le brigadier en disant que c'était le seul prix qui avait de la valeur à ses yeux, parce que c'était le prix de la régie, et qu'il était lui-même très attaché aux coulisses des théâtres, à l'arrière-boutique. Enfin, il y avait quelque chose comme ça chez Anouilh. Il était fasciné par tout ça, comme Jouvet d'ailleurs. Il avait été le secrétaire de Jouvet. Jouvet était lui-même régisseur au départ. Donc voilà, c'est la première chose que ça m'évoque. Ça m'évoque Anouilh en fait. Anouilh a donné au brigadier avec cette petite formule, en refusant tous les honneurs sauf le brigadier, il a donné une dignité incroyable à ce prix, quoi, en fait. Et comme je suis, j'ai l'honneur de recevoir un brigadier pour une pièce d'Anouilh, ça a une saveur quand même très très particulière, hein, ça c'est clair. Mais j'ai toujours aimé le prix du brigadier parce qu'il y a quelque chose de presque nostalgique, de familial, et puis moi, c'est un théâtre qui compte beaucoup pour moi, le Montparnasse, parce que j'ai eu la joie de jouer Chaplin, cette belle pièce sur Chaplin de Daniel Collat. Et j'ai aimé être ici,
J'ai aimé beaucoup Myriam de Colombie. Je sais qu'on va la célébrer tout à l'heure. Voilà, donc c'est un endroit c'est un endroit qui pour moi a une saveur particulière. Donc, Je suis très, très, très ému. Je suis vraiment plus très honoré parce que le prix du Brigadier, c'est le plus vieux prix qu'on remet dans le théâtre. C'est vraiment le prix du théâtre. Hein. C'est même... il est plus important que les Molières, quoi. Hein. Moi, j'ai eu 2 Molières dans ce théâtre. J'ai eu la chance d'avoir 2 Molières dans ce théâtre. Le premier en 2000, pour À tort, à raison. Le deuxième en 2002, pour La boutique au coin de la rue. Mais le prix du Brigadier, c'est vraiment un prix très, 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 très honorable. Mais vraiment, c'est le plus vieux prix du théâtre. Donc, c'est très, très important. Je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix. La première personne qui est venue me chercher pour m'intégrer dans le théâtre, c'est alors que je faisais que du rock'n'roll avec Hallyday, avec Vartan, avec qui je continue toujours. Et il m'a pris la tête avec le spectacle de Jean Marais pendant 2 heures. Et pour me libérer de cette personne, j'ai dit oui. Et j'ai bien fait de dire oui. C'est en 81, c'est Jean-Luc Tardieu qui avec Jean Marais, qui m'ont prié de venir faire du théâtre. Et quel bonheur, ils m'ont sauvé ma tête, quoi. Parce qu'après, j'ai continué à travailler avec Jean comme metteur en scène aussi. On avait fait le Bacchus. Il avait fait la mise en scène à une personne très, très élégante, Jean Marais, grand comédien. J'ai eu la chance de rentrer dans le théâtre avec ces gens-là, quoi. On en a jusqu'au plein. Que de gens assemblés. Je ne jette des regards sur personne qui ne me donne du plaisir et tout me semble bonheur ce matin. Celui de vous accueillir et de vous retrouver. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir cette année pour cette remise du prix du Brigadier 2024, prix qui célèbre notre corporation d'artisans, quel que soit son corps de métier, celui auquel nous appartenons, c'est-à-dire celui du spectacle vivant, celui du théâtre. Car c'est bien lui que nous fêtons aujourd'hui, et devant un parterre si prestigieux, si chaleureux, si enthousiaste, et auquel nous nous félicitons ici de voir réunies toutes les générations. Oui, car c'est notre fierté à l'association de la Régie théâtrale d'organiser ce moment de convivialité où ne brille aucune concurrence, mais où s'éclaire un moment de partage entre artisans d'une même corporation. La famille du théâtre a un sens. Nous sommes composés de pairs, de maîtres et d'apprentis qui se transmettent un art au fil des générations. Le prix du Brigadier, c'est aussi la fête de la mémoire du théâtre, nous qui sommes des artistes de l'éphémère, des papillons voltant à la flamme d'une servante pour servir notre public. Et de par nos collections et grâce à vos dons, nous perpétuons cette mémoire et nous la célébrons, cette mémoire, aujourd'hui dans ce magnifique théâtre Montparnasse, inauguré en 1886 et où vibrent encore les voix de si nombreux artistes et dans l'ombre bienveillante de ceux qui la dirigèrent, Gaston Batti, Marguerite Jamois, Lars Schmitt, Jérôme Hulot, Myriam Feun de Colombie, aujourd'hui Bertrand Tamin et Stéphane Engelbert. Donc, merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Et pour finir, je ne résiste pas au plaisir de citer Madame Edwige Feuillère, pour ceux à qui ça dit encore quelque chose, qui disait lors de la 19e journée mondiale du théâtre, « Le théâtre n'est pas forcément la vérité. Il est l'aspect le plus fascinant, le plus vulnérable d'une vérité. L'existence de l'humain. » Bonne matinée à tous.
Chers amis, je vous remercie tout d'abord de votre présence à cette 44e cérémonie du prix du Brigadier, créée et organisée par l'Association de la Régie théâtrale depuis 1960. Je salue ici le bureau pour la préparation de ce prix, Laurent Silnode, Jean-François Pargou, Jean-Pierre Hannet, et une mention particulière à Marie-Hélène Briand. C'est donc très simplement du fond du cœur que je salue particulièrement l'Association pour le soutien du théâtre privé, Pascal Guillaume et Anne-Claire Bourbier, pour leur contribution au destin de ce prix du Brigadier, très important en ce moment. Merci aussi, chère Karen Taïeb, adjointe à la maire de Paris, et bien sûr Bertrand Tamin et Stéphane Engelbert, directeur du Théâtre Montparnasse, pour leur accueil toujours aussi fidèle. Une fois encore, la fabrication du prix du Brigadier provient de 3 perches de théâtre. La première du Théâtre Montparnasse, le Casino de Paris et les Folies Bergères, réalisées par Xavier Soulabaille, régisseur dans ce 2 théâtres. Je salue au passage au Théâtre Montparnasse Hugo Di Grégoli, directeur technique, et Éric Valero, et l'administration très précieuse ici. Je serai très Nathalie Cacheux et bien sûr Julie Alexandra Bouvard. Merci, cher jury du prix du Brigadier, dont les critères de son attribution reflètent le théâtre dans une diversité qui fait sa force et sa singularité. Et merci à son attaché de presse, Pierre Cordier. Et nous nous félicitons à l'Association de la Régie théâtrale de travailler avec la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui accueille toutes nos collections depuis 1969. Bibliothèque représentée par son directeur, Fabien Plazanet, Pauline Girard, conservatrice, Frédéric de la Bretoigne et Claire Daniel. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse très importante avant les 3 coups du Brigadier. Je voulais vous faire partager la chaleur d'un témoignage. J'ai retrouvé le discours de Laurent Terzieff, l'émotion parce qu'en 1986, il avait 51 ans, qu'il avait prononcé pour son prix du Brigadier reçu pour témoignage de Brian Fryeul au théâtre du Lucernaire et pour l'ensemble de sa carrière. En voici un très court extrait, bien que la totalité était merveilleuse. Je le cite. Il y a aussi une autre chose qui me touche particulièrement dans ce prix. C'est le prix lui-même. Cet instrument emblématique du théâtre, le prix du prix. Oui, le brigadier qui donne l'ordre au rideau de se lever. Mais surtout, il fait une très très belle chose, le brigadier. Très très belle. Il arrête le temps. Quelque chose va arriver. Il commande au temps de devenir un autre temps. Le temps de l'imaginaire, le temps du rêve, le temps du théâtre, le temps qui nous valorise et qui valorise nos sentiments personnels, quelquefois même les révèle, qui élargit notre conscience de la vie de tous les jours. Il est le magicien du temps, le brigadier, Laurent Terzieff. Je vais maintenant donner la parole à Bertrand Tamin et à Pascal Guillaume. Chers amis, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui pour la traditionnelle remise des prix du Brigadier, organisée une fois de plus de main de maître par l'ART. Je remercie tout particulièrement Karen Taïeb, qui est en coulisses, adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, de l'histoire de Paris et des relations avec les cultes, pour sa présence fidèle et son soutien. Soutien dont nous avons bien besoin dans ces temps si troublés.
où certains fonctionnaires de la ville de Paris attaquent durement notre secteur et semblent vouloir régler des comptes qui remonteraient à l'époque de la rue de Valois. Comprendra qui veut comprendre. Savoir que des élus sont à nos côtés est le meilleur des réconforts. Si nous récompensons cette année, au titre des brigadiers de 2024, Delphine Depardieu et Maxime d'Abbeville, c'est parce que des producteurs ont pris des risques pour les accompagner dans leur carrière, les faire reconnaître du public, et nous avons plus que jamais besoin de ce mécanisme de soutien qui est le fonds de soutien. Je passe tout de suite la parole à Pascal Guillaume, président du fonds de soutien, qui vous en dira plus sur les relations un peu tumultueuses avec la ville. Merci Bertrand. Madame la maire adjointe, chère Karine Tayeb, Monsieur le président de l'association pour la régie théâtrale, cher Pascal Monge, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle édition du Prix du Brigadier en cet écrin chaleureux du Théâtre Montparnasse. Merci encore à toi, cher Bertrand, de nous y accueillir avec constance depuis plusieurs années. Mon intervention de cette année va prendre une coloration un peu particulière, car c'est la dernière fois que j'interviendrai devant vous en tant que président de l'association pour le soutien du théâtre privé. D'ici à la fin de l'année, en effet, à ma demande, le conseil d'administration pourvoira à mon remplacement à la tête de l'association. La future présidence, qui me succédera en toute fin d'année, aura ainsi la mission de poursuivre l'objectif que le conseil d'administration s'est collectivement fixé, à savoir la réforme de nos instances de gouvernance, puis de nos dispositifs d'aide. Je profite d'être ici devant vous pour vous remercier toutes et tous, que vous soyez ou non adhérents de la STP, pour le soutien qui a été le vôtre depuis ma prise de fonction en mars 2022. Cette période de 2 ans et demi a été structurante pour l'association, puisqu'un premier train de réforme a été adopté avec l'ouverture nationale des dispositifs de soutien dédiés au théâtre producteur. Également, nous avons conditionné l'adhésion à la STP à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, adopté une feuille de route transition écologique pour nos adhérents, et œuvré pour l'élargissement de l'action culturelle, notamment en lien avec le Pass Culture. Nous avons aussi développé la politique d'observation de l'association avec l'étude Les Français et le théâtre, qui est désormais un rendez-vous attendu par la presse chaque année avant Avignon. Autant d'axes structurants que vous pouvez découvrir sur notre nouveau site internet astp.asso.fr, en ligne depuis cet automne. Vous l'avez compris, je regretterai sincèrement la richesse et l'intérêt du travail mené à la tête de l'STP, d'autant que nous avons amorcé, sur les dernières semaines de ma présidence, la conduite de la réforme des instances de gouvernance. Mon discours s'inscrit par ailleurs dans un contexte tout particulier pour la STP. En effet, alors que l'association se met en ordre de marche pour se moderniser et se réformer avec le soutien de l'État, des députés et des sénateurs, force est de constater une position plus contrastée de la part de notre tutelle, la Ville de Paris, ce que je regrette sincèrement. En effet, en 2024, le soutien alloué par la Ville à la STP a été réduit drastiquement de l'ordre de moins 40% par rapport à 2023, soit moins 1 400 000 € en moins dans notre budget de fonctionnement. Cette décision a été vécue comme une réelle sanction, alors même que l'association se mettait en ordre de marche pour poursuivre les réformes qui lui sont demandées par ses tutelles. En 2024, la STP s'est organisée pour absorber cette diminution de subventions. Pour 2025, le contexte demeure très incertain, puisque la Ville n'est pas en mesure de nous indiquer un montant prévisionnel de subventions. En outre, au prochain Conseil de Paris de décembre, aucun acompte de subvention de fonctionnement n'est prévu pour la STP. De ce fait, nous demeurons très vigilants pour les mois à venir. Force est de constater que malgré ce contexte, nous bénéficions d'une écoute très positive de la part des élus de la Ville de Paris, Madame Karine Roland en charge de la culture et Mesdames Raphaël Primet et Dominique Kélémorès de la commission culture, patrimoine de mémoire. Aussi, j'ai bon espoir que la future présidence puisse poursuivre le dialogue que j'ai toujours porté auprès de Mesdames les élus de manière très constructive pour l'avenir. Ce faisant, compte tenu de ces éléments, je ne peux que déplorer la perception, hélas erronée, que semble déployer Madame Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris vis-à-vis de la STP. En effet, dans un courrier qui m'a été adressé le 20 novembre dernier, elle tente à assimiler la production théâtrale privée, de manière un peu caricaturale, à de la comédie d'intrigue et à des offres de divertissement très uniformisées, avec le recours courant aux humoristes et aux vedettes de l'audiovisuel et du cinéma. Madame Filippetti souhaite également que la part importante des aides ne soit plus automatique mais sélective.
ce qui est bien évidemment contraire à l'ADN de la STP. Chaque théâtre producteur doit rester libre de sa programmation. Enfin, même si elle salue la reprise régulière de spectacles du théâtre public, Madame Filippetti précise qu'elle fait bénéficier indirectement les théâtres privés de subventions affectées à la production de la création de 10 spectacles déjà amortis lors des premières exploitations. Cette remarque nous semble assez malvenue lorsqu'on parle de passerelle publique-privée et que nous offrons à des créateurs et des artistes l'opportunité de reprendre leur spectacle pour 60 représentations minimum. Par respect pour notre histoire, nos aînés, les récipiendaires passés, présents et à venir du prix du Brigadier, je ne peux que m'insurger contre cette vision du théâtre privé. Aussi, je peux vous assurer que la STP, quelle que soit sa présidence, défendra toujours la singularité de nos propositions, quelles que soient leurs esthétiques. C'est donc en portant haut et fort nos convictions et notre souhait de renouveler la production théâtrale privée que je félicite les lauréats du prix du Brigadier 2024. Soulignons qu'ils ne sont ni humoristes, ni vedettes de l'audiovisuel et du cinéma. Il me semble que dans ce contexte, leur carrière est un magnifique exemple d'audace, d'engagement au service des spectateurs et de la vie artistique, illustrant à merveille les valeurs de notre métier. J'appelle Delphine Depardieu et Stéphanie Tragado pour la remise du prix du Brigadier de l'année. Voyez-vous envie d'applaudir fort Pascal Claude pour la fête de toutes les journées pour le métier. Bonjour. Alors, ma chère Delphine, finalement, il y a une autre femme qui avait très envie aujourd'hui de parler à ma place. Je crois que tu la connais très très bien. C'est la marquise de Merteuil. Chère Madame de Depardieu, j'ai ouï dire que ce jour, vous recevez des mains de votre père une distinction honorable pour m'avoir incarné avec tant de talent. Il me fallait donc m'enquérir de la femme dont l'art et les mérites sont ainsi applaudis. Sachez, madame, que si j'ai souvent été au centre des créations les plus diverses, rares sont celles qui, comme vous, m'ont saisi et ému à ce point. Serait-ce votre parcours qui me touche si particulièrement? Je le crois. À l'instar de moi-même, vous êtes de celles qui se sont créées par leur propre volonté. Toujours à apprendre, toujours à œuvrer. Vous avez pas à pas édifié votre place en incarnant des femmes fortes, empreintes parfois de douceur, parfois de malice. Et je l'ai appris d'une pointe d'humour. Il semblerait que le monde ait su discerner votre don éclatant autant que votre technique irréprochable. Vous avez également choisi à présent de transmettre cet art qui est vôtre. Ah, transmettre. Quel mot exquis et chargé d'une noble puissance. Comme moi, vous portez un nom aux résonances lourdes, peut-être même écrasantes. Mais, loin de vous contenter de cet héritage, vous avez su imposer votre prénom, Delphine. Ce prénom qui porte en lui l'éclat de celle qui trace sa propre route, qui suit ses propres lois sur les planches du théâtre. Dans votre art, il est coutume, me dit-on, de parler de la rencontre entre une comédienne et un rôle. Mais en vérité, en ce jour, ne pourrait-on pas avancer que c'est moi qui ai eu l'insigne honneur de croiser votre chemin? J'ose espérer que j'ai su être un chaînon de quelque importance dans le fil de votre brillant chemin. Soyez assurés que de loin, je continuerai de poser sur vous un regard empli de sollicitude et d'admiration. À travers cette distinction qui vous est remise, c'est moi aussi que vous illuminez. Pour cela, je vous suis et vous serez à jamais reconnaissante. Continuez, je vous en conjure, de suivre l'instinct puissant qui vous habite
en tant que femme et en tant que mère. C'est de là que procède toute la force véritable des dames. Recevez, chère amie, l'expression de mon affection la plus sincère. Delphine, je suis donc très heureuse de te remettre cette année le prix du Brigadier pour ton interprétation de la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui vibre. Je suis obligée de répondre. C'est peut-être important. Allô? Ah, ça va? Quoi? D'accord. C'était Pascal Héritier, le producteur. Bah, il me propose de reprendre le rôle de la marquise de Merteuil en 2 jours. Bah, j'ai dit oui. C'est à ce moment précis que ma vie de comédienne a changé. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai accepté ce défi et de tout mon cœur. Bien sûr, le soir, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais quelle folie! Pourquoi j'avais accepté ça? J'allais le cauchemar de tous les comédiens. J'allais monter sur scène sans savoir le texte et sans savoir le place. Mais grâce à une équipe merveilleuse et d'un très grand professionnalisme, tout s'est bien passé. Ensuite, tout s'enchaîne. Lyon, donc, l'après-tournée, la rencontre avec Stéphanie Fagado et Anaïk Leliave qui sont venus voir le spectacle à Rueil-Malmaison et qui décident très rapidement de prendre à Paris ce spectacle dans la merveilleuse salle de la Comédie des Champs-Élysées. Et enfin, la reprise tant attendue des répétitions avec mon metteur en scène, Arnaud Denis, où j'ai pu approfondir cette marquise de Merteuil, que je considérais déjà comme une amie un peu lointaine. Mais grâce au travail et à la magnifique direction d'acteur d'Arnaud, j'ai pu fusionner, et je le ressens vraiment, avec ce personnage. Et grâce à tout ça, j'ai l'immense honneur d'être devant vous ce matin, sur cette scène, dans ce théâtre que j'affectionne particulièrement, puisqu'il était celui de Myriam Feune de Colombie que j'aime tant. Le prix du Brigadier, ça fait plusieurs années que j'assiste à la remise de ce prix si prestigieux. Depuis la salle, je regardais mes pairs, des comédiennes et des comédiens que j'admire, et je me disais, assise dans mon siège, bon, bah ça, c'est le prix des grands. Et voilà, je me retrouve devant vous, et je peux vous assurer que je ne le crois toujours pas. Mais ce prix du Brigadier, c'est bien plus pour moi qu'une récompense. C'est au-delà des mots. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi. Donc je suis d'une grande famille de comédiens, des artistes dont j'admire infiniment le travail. Et quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, on m'avait dit « tu devrais changer de nom ». Mais mon père m'a dit, très justement, « écoute, c'est ton nom et je crois qu'il faut que tu le gardes ». Et comme je suis très fière de ce nom et très fière des artistes qui sont dans ma famille, je décide donc de le garder. Mais c'est pas rien d'avoir un nom comme le mien quand on fait notre métier. Surtout que ce métier, pour moi, ça a toujours été une grande passion. J'ai toujours voulu le faire, depuis toute petite. Alors bien sûr, mon père, finalement très pragmatique, m'a dit « passe ton bac d'abord, ensuite tu fais une école de théâtre, et peut-être, tu deviendras comédienne. » Alors ce que je fais, les cours Simon et les cours Jean-Laurent Cochet. Et j'ai la chance, à ce moment, d'être repérée par Jean-Luc Moreau et de commencer ce métier que j'aime tant avec Roland Giraud, entre autres, sur la scène de la Michaudière.
Mais ensuite, il a fallu le continuer, ce métier, et essayer qu'on oublie un peu mon nom pour privilégier mon prénom, que je puisse me faire ma place. Une des choses les plus importantes pour moi, être légitime sur scène, ne pas être un imposteur pour le public, pour moi, prouver aux autres que ce métier, je ne le faisais pas parce que j'ai un nom célèbre, prouver que je le faisais par amour de la scène, par amour des textes, par amour de la technique théâtrale. Prouver que ce métier, je le fais pour de bonnes raisons. Et donc ce prix, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas seulement une récompense, c'est un adoubement de mes pairs. C'est comme si vous me disiez, très bien Delphine, tu as effectivement ta place dans la grande famille des comédiens, et ça n'a rien à voir avec ton nom. Et ce magnifique brigadier, je ne le reçois pas toute seule, évidemment. C'est un prix que je partage avec mes merveilleux partenaires de scène. Je le partage avec mon metteur en scène, mes producteurs, ma directrice. Je le partage avec l'équipe du théâtre tout entière. Je le partage avec mes proches, mes amis, ma famille, qui sont d'un soutien sans borne pour moi, qui me poussent, me soulèvent pour que je continue et qui croient en moi beaucoup plus que je ne crois en moi. Ils se reconnaîtront bien sûr et savent mon immense et indéfectible gratitude pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Je vous remercie du fond du cœur. Je dois vous dire aussi que cette année, d'être sur cette scène, aux côtés d'artistes que j'aime tant, me bouleverse infiniment. C'est un très grand honneur pour moi, vraiment. Une dernière chose, à l'école, on ne m'a jamais remis de prix. J'ai même redoublé mon CP. Alors c'est pour vous dire. Donc je remercie très sincèrement l'association de la Régie théâtrale d'avoir réparé cette insoutenable injustice et de m'avoir permis de me faire un prénom. Merci. Bravo. Je vais demander maintenant à Maxime Dabobine et Michel Faux. Il n'est pas là. Il arrive. Près du brigadier, bien entendu. Je m'embrasse pas parce que j'ai pas envie d'avoir de problème après. Je sais pas si tu sais, c'est moi qui ai demandé à te remettre ce prix. Pour pouvoir me faire remarquer une fois de plus, mais c'est aussi parce que je t'estime beaucoup. Tu sais que je n'ai pas d'amis, moi, mais par contre, j'ai des passions comme ça, fugitives pour les êtres, et je t'aime beaucoup à la ville comme à la scène. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois il y a des comédiens formidables, mais on n'a pas envie de passer un week-end avec eux. Et à l'inverse aussi, il y a des gens très sympas, mais quand on les voit sur scène, on est un petit peu et toi, tu es vivifiant autant à la ville qu'à la scène. Et je ne sais pas si tu as lu la liste des lauréats qui ont reçu ce prix. C'est assez impressionnant, c'est assez bouleversant même. Et après, on peut
Alors, il y a toujours des gens qu'on n'aime pas, c'est normal, c'est la vie, dans la liste. Mais on se rend compte que ce sont tous des gens qui ont consacré une partie de leur vie au théâtre. Et ça, c'est assez rare pour le souligner aujourd'hui. C'est vraiment, quand on lit la liste, c'est vraiment la grande classe, quoi. C'est pas la nuit des Molières, quoi. C'est vraiment... J'adore la nuit des Molières. On va avoir un objectif là-dessus, mais comme on peut le dire, on est entre nous, ça sortira pas de Paris, c'est quand même plus vulgaire. Là, on a affaire à un jury prestigieux. Et tu es un acteur rare parce que tu fais avec ta folie et avec ta rigueur. Pour moi, c'est ça un grand artiste, c'est la folie et la rigueur. C'est comme les jardins à la française, quoi, tu vois. Et j'espère que tu garderas toujours cette fièvre qui explose dans le pauvre mythos de Jean Anouilh que tu as servi divinement bien, mais aussi dans tes solos sur l'histoire de France et puis sur Michel Bouquet, notre maître. Et j'espère que malgré ces deux Molières, tu garderas quand même toujours cette audace, cette insolence. C'est pour ça que je suis... C'est ça, c'est là. C'est bien, voilà. Et l'objet est quand même magnifique. Bonne chose, quand même. Cher Maxime Daboville, une voix bien placée dans les résonateurs, je suis très fier de te remettre ce prix du Brigadier. Merci Michel. Je suis très touché par tes mots, très honoré d'avoir reçu ce prix de tes mains. Je suis très heureux d'ailleurs de recevoir le prix avec Delphine. Delphine qui était quand même ma camarade au cours Cochet. Nous sommes même restés amis, figurez-vous. Alors, je pense d'abord évidemment à la troupe, à l'extraordinaire troupe qui m'accompagne. Il y en a qui sont là. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont là d'ailleurs, dans cette pièce Pauvre Bitos, que je suis tellement heureux de jouer, qui est particulièrement, je dirais, une pièce de troupe, parce que, contrairement au théâtre classique, tout le monde est en scène tout le temps. Alors que généralement, vous voyez, il y a une succession de scènes avec 2 acteurs, parfois 3. Mais là, tout le monde est là tout le temps, donc finalement la partition de chacun est immense, y compris quand on ne fait qu'écouter. D'ailleurs, Bouquet, que tu citais, disait, je me souviens, il disait « Tu es plus intéressant toi qui écoutes que moi qui parle ». Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et simplement pour dire que c'est vraiment un spectacle de troupe et que c'est à cette troupe extraordinaire qui en plus a une dimension de camaraderie très forte que je dédie ce brigadier. Je pense naturellement, je remercie vivement notre merveilleux metteur en scène, Thierry Harcourt. Bonjour Thierry. Mon cher Thierry, tu sais que je t'aime beaucoup et voilà, et manifestement ça me porte chance de travailler avec toi. C'est la 2e fois. Merci Thierry, merci beaucoup. Je pense évidemment à toute l'équipe, puisque c'est quand même le prix de la régie, c'est le prix de la technique, le brigadier, et je pense évidemment à toute l'équipe, je dirais, comment on peut dire, esthétique du spectacle. Car à chaque fois on nous dit, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que c'est beau votre pauvre Bitos. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a une scénographie magnifique, des lumières. Il y a Laurent Béal qui est quelque part dans les coulisses. Voilà, il y a des costumes de David Belugo et cette scénographie de Jean-Michel Adam. Enfin, bref, c'est un spectacle visuellement très très abouti aussi.
Or, je pense évidemment à tous les producteurs, car j'en avais parlé tout à l'heure de l'importance dans le théâtre privé du risque qu'ont pris les producteurs sur cette pièce. Il y en a quelques-uns, il y en a qui sont ici, et vraiment je les salue du fond du cœur. Je pense évidemment tout particulièrement au Théâtre Hébertot, à son directeur Francis Lombraille, qui a eu l'audace de remonter Pauvre Bitos. Pauvre Bitos, il y en a beaucoup qui ont voulu le remonter, mais personne ne l'a fait, puisque depuis sa création, ça n'avait jamais été remonté. Donc ça fait 60 ans que ce pauvre Bitos méditait tristement dans son cachot en attendant la guillotine. Bref, il est exhumé grâce à Francis, donc vraiment merci. Francis a écouté la voix et ça me fait plaisir aussi de parler de lui parce que l'ART c'est l'association du souvenir, de la mémoire. Et Francis a écouté la voix de Michel Bouquet. On cite encore une fois Michel Bouquet, avec qui il avait joué, qui était le créateur du rôle. Rêvait que cette pièce soit remontée et il s'en était ouvert à Francis Lombraille. Et voilà, et Francis Lombraille a exaucé ce vœu, donc je trouve ça magnifique. Évidemment, je parle de Bouquet que j'apprécie particulièrement, qui m'a inspiré énormément, comme je pense qu'il a inspiré toute notre génération d'artistes œuvrant dans le théâtre. Ça fait partie de ces quelques phares dans l'histoire du théâtre qui ont hissé en fait le métier vraiment à une dignité très forte, à une hauteur presque spirituelle. Voilà, il y a eu Jouvet, il y a eu Dulin, et puis il y a eu Bouquet, qu'on a eu la chance de connaître, que tu as mis en scène dans son dernier rôle. Évidemment, Jean Anouilh, l'extraordinaire Anouilh. Quel bonheur de voir que le théâtre privé, qui n'est effectivement pas que, je ne sais plus ce qui a été dit par cette chère Madame Filippetti, mais j'étais dans la coulisse, je n'ai pas très bien entendu, mais Anouilh, il y a eu trois pièces d'Anouilh cette saison, enfin entre la saison dernière et cette saison, qui ont été jouées dans le théâtre privé, notamment ici au Montparnasse, la culotte, la fameuse, extraordinaire culotte. Bon, alors c'est pas rien. Anouilh, voilà, c'est un immense auteur et qui a reçu le Brigadier d'ailleurs, qui avait dit que c'était le seul prix qu'il avait accepté, puisqu'il avait refusé tous les honneurs sauf le Brigadier. Voilà, Jean Anouilh, à qui on a reproché peut-être d'être assez noir, assez cruel dans ses pièces. Mais moi, ce qui m'est apparu, c'est que finalement, le grand théâtre, c'est souvent aussi une cruauté dépassée. Voilà, c'est aussi la traversée d'une cruauté, parce que l'aboutissement de cet art, c'est la tendresse, c'est certainement ça. C'est Jouvet qui disait ça. Le théâtre est là pour rendre aux hommes la tendresse. Mais la tendresse authentique passe par la traversée de la cruauté. Et là, je crois que M. Anouilh est champion en la matière. Qui admirait sincèrement Molière, qui était le patron en l'espèce. Je voudrais, pour finir, parce qu'on est encore dans la mémoire, alors je sais qu'on va l'honorer tout à l'heure, je voudrais quand même parler de Myriam de Colombie, qui a été là. Qui est un peu l'âme de ce lieu, pour moi, elle reste l'âme de ce lieu, et j'aimais beaucoup Myriam, j'ai eu la chance de jouer ici, et figurez, alors je raconte une petite anecdote, quand même pour finir par un petit trait, petite anecdote savoureuse, qui raconte assez bien, d'ailleurs, le savoir-vivre extraordinaire de Myriam, parce que figurez-vous que Myriam voulait remonter Pauvre Bitos. Pauvre Bitos a quand même été créé en 1956, ici même, au Montparnasse. Et donc, elle aimait beaucoup cette pièce, elle voulait la remonter. Et nous avions fait une lecture, il y a une dizaine d'années, ici, sur ce fameux plateau. Là, la lecture se passe, etc. Et puis, je me dis pas mal, bien fait le boulot, je fais bien, belle lecture. Je sens que ça va le faire. Et alors, comme vous l'imaginez, ça ne s'est pas fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la raison que m'a donnée Myriam. On ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais donc Myriam me téléphone 3 jours plus tard
avec sa voix, vous connaissez bien, donc je vais tenter une petite imitation. Je suis quand même un comique, comique du théâtre privé. Alors, allô Maxime, c'est Myriam. Je me dis, là, c'est gagné. Parce que 3 jours plus tard, c'est gagné, je le sens là. Oui, Maxime. Écoutez, nous n'allons pas pouvoir faire Pauvre Bitos. Enfin, Myriam, c'est une pièce que vous aimez beaucoup. Et puis, on a quand même fait une lecture qui se... Oui, je sais, Maxime. Comprenez, c'est pas du tout un rôle pour vous. J'ai dit, mais Myriam, sans me vanter, j'ai quand même fait une lecture qui se tenait. Mais écoutez, Maxime, pour le rôle de Bitos, vous comprenez, il faut un physique. Il faut un physique particulièrement disgracieux. C'était parfait pour Bouquet. Mais vous, Maxime, mais vous êtes beaucoup trop beau. J'étais finalement content d'apprendre. J'étais plus proche d'Alain Delon que de Michel Bouquet. Tout ça pour dire que je remercie d'autant plus Francis Lombrail et Thierry Arnaud de n'avoir pas tout misé sur mon physique. Je vais demander maintenant à Geneviève Casil, brigadier d'honneur, et Karen Taillet de nous rejoindre sur scène. Cher Pascal Monge, cher Bertrand Tamin, cher Stéphane Engelberg, cher Pascal Guillaume, chers membres de cette si belle famille du théâtre, chère Geneviève, bien sûr. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être sur cette scène à l'occasion de la remise du prix du Brigadier,
et notamment celui-ci, le prix du Brigadier d'honneur 2024. Et cette année, c'est à vous, chère Geneviève Casil, que je vais le remettre. Vous qui avez été la reine d'Espagne de Victor Hugo d'Henri Blas, les comtesses de Marivaux et de Beaumarchais dans la faux suivante et le mariage de Figaro. Vous avez été Carmen de Jean Genet dans Le Balcon, un des rôles que vous avez adoré jouer, mais aussi Mère Marie de l'Incarnation dans Dialogue des Carmélites de Bernanos, Donia Sol dans Hernani, mise en scène par Robert Hossein, un grand souvenir. Vous avez été Andromaque de Racine, Elmire chez Molière, dans un Tartuffe, mise en scène par Maurice Béjart, votre maître absolu, vous qui rêviez d'être danseuse, votre première et éternelle passion. Vous en parlez encore aujourd'hui avec les yeux d'une adolescente éprise de son premier amour, mais le destin a fait que vous avez troqué vos chaussons et vos pointes pour tous les corsets et costumes de théâtre. Chère Geneviève, vous avez été la danseuse étoile du théâtre, ou plutôt sa comédienne étoile, plusieurs fois primée et dès vos débuts. La liste de vos rôles, il nous faudrait toute l'après-midi pour les citer, elle est infinie. Et vous avez porté avec votre majesté et votre élégance ces superbes coiffes et costumes, même si vous vous souvenez avec douleur, comme si on voulait lasser encore aujourd'hui de ces corsets de tragédienne qui vous empêchaient de respirer. L'occasion d'ouvrir une parenthèse. Pour saluer, nous sommes au prix du Brigadier, cher Pascal Monge, le travail des costumiers et des costumières qui jouent un rôle essentiel dans la création de pièces de théâtre. Nous avons récemment honoré à la Bibliothèque historique de la ville, qui abrite avec soin les archives de la régie théâtrale, cher Pascal et Fabien Plazanet, j'imagine que vous êtes là, une émouvante et superbe exposition en hommage à la Dame en blanc, Pascal Bordet. Une très belle exposition sur ces coulisses du théâtre, pleine de talents, trop souvent dans l'ombre, et ce prix est justement l'occasion de les mettre en lumière. Alors, chère Geneviève, vous avez interprété tous ces rôles avec passion, talent, amour du théâtre, et je dirais surtout avec votre beauté. La vôtre, quelle beauté, un port de reine. Oui, on a dit de vous que vous étiez la reine du théâtre, mais pour avoir eu le plaisir et l'honneur de partager avec vous ces quelques heures, il y a quelques jours, dans le 17e arrondissement, vous êtes Geneviève Casil, une femme si humble, devant le miroir de vos rôles si ambitieux, si audacieux. Vous êtes une véritable amoureuse du théâtre, une danseuse dans l'âme, une magicienne des mots et des textes des plus grands auteurs. Vous êtes, je vous cite, habitée par la musique des vers. Et c'est le public qui vous donne de l'énergie, le public qui entre en jeu dans cette synergie. Le théâtre est chez vous comme une seconde peau, une éternelle jeunesse, car des projets, vous en avez plein. Et c'est votre mère, Hélène Zilka, qui pratiquait d'ailleurs l'art du verlan, Zilka Casil, qui vous a inscrite au cours René Simon en vous disant « faut que tu apprennes à parler juste ». En fait, ce sont les mots qui ont appris à être dits avec vous. Très vite, René Simon vous remarque et vous entraîne au conservatoire. Et vous avez passé 32 ans à la Comédie Française. Vous avez ensuite voulu prendre votre envol vers d'autres directions, essayer d'autres rôles. Et finalement, vous avez fait le lien entre le théâtre public et le théâtre privé, comme beaucoup d'entre vous. Comme dit Pascal Monge, lorsque vous étiez à l'affiche, on accourait, on venait vous voir. Vous étiez une idole. Le théâtre chez les Casil se transmet de mère en fille. J'ai parlé de votre mère, mais saluons aussi votre fille, Hélène Babu, qui est à l'affiche de la Cerva Amorosa actuellement, et votre petite fille Eva aussi, qui est également comédienne. Chère Geneviève, je sais que vous êtes une très grande habituée des prix, qu'à peine sortie de la classe de Jean-Louis Barrault et Georges Chamara du Conservatoire national d'art dramatique, vous en obtenez 3. Les 3, tragédie, comédie et comédie classique et comédie moderne. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous remettre dans ce magnifique théâtre, Théâtre Montparnasse, dirigé par Bertrand Tanin et Stéphane Engelberg, et habité de la voix si bien imitée
un petit vaudeville de Myriam Feun de Colombie, que nous allons honorer dans quelques instants au nom de la ville de Paris. Eh bien, aujourd'hui, je vous remets le prix du Brigadier d'honneur 2024. Ce prix est celui de la très belle et très grande famille du théâtre. Et je sais qu'elle est la vôtre et je sais qu'elle compte beaucoup pour vous. Pour terminer, permettez-moi de vous dire à toutes et tous, vive le théâtre privé, que je soutiendrai toujours, car il est une partie de nous-mêmes, il nous renvoie à ce que nous sommes, il montre évidemment ces tranches de vie, et nous sommes tellement identifiés sur ces scènes que vous maîtrisez si bien, que vous nous offrez tant. Donc vive le théâtre privé. Geneviève Théville, j'ai l'honneur de vous remettre le prix du Brigadier d'honneur de l'ART 2024. Merci Mariam Taïeb, merci infiniment. C'est extrêmement gentil. Vous avez dit tant de choses que mon discours sera court. Et vraiment, je vous remercie. Je suis très heureuse de recevoir ça de vos propres mains. Je remercie aussi le jury qui a eu la bienveillance de me nommer récipiendaire d'une chose qui est assez quand même impressionnante. Et qui ne sait pas, il va le savoir tout de suite, qu'il y en a déjà un chez moi, qui m'avait été donné par le directeur de scène de la Comédie Française le jour de mon départ, parce qu'il y avait une petite collation comme ça pour réunir mes amis, les comédiens, les techniciens, etc. Lui était technicien, il m'avait dit « Tu sais, ça n'est pas la Comédie Française qui te l'offre, c'est moi. » Donc, depuis 30 ans, il est tout seul. Et là, alors, il a son mari, sa femme, tout ce qu'on veut. Mais tout de même, je dois dire, un peu plus beau. Je voulais vous dire évidemment que ce prix du Brigadier me touche beaucoup. Le titre aussi, prix de Brigadier d'honneur pour la totalité de sa carrière, etc. C'est assez pompeux. Madame l'a dit, je suis assez discrète. Alors, évidemment, je me suis dit, c'est quelque chose de magnifique, d'important. Et puis, quoi, ça me rappelle, 32 années à la Comédie Française, parce qu'on s'en servait beaucoup à cette époque-là. Et ça, c'est un symbole. Donc, c'est important, c'est très important. Puis, on peut en avoir deux en même temps, alors là, vraiment... Et ça m'a obligée, en quelque sorte, de revenir un peu sur une carrière, mais je me disais, mais enfin, parce que la carrière, je la connais, mais les souvenirs, certains souvenirs quand même échappent au cours des temps. Et je me disais vraiment, mais au fond, qu'est-ce qui a été le plus important pour moi? Qu'est-ce qui a été le plus brillant, le plus fort? Qu'est-ce que ça a été? À quel moment je le situe exactement? Et là, je me suis dit, mais au fond, c'est ma jeunesse. C'est ma toute jeunesse. C'est-à-dire que jamais je n'avais pensé au théâtre. Jamais. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, c'était la danse. J'avais une passion pour la danse. J'ai travaillé beaucoup, j'ai dansé chez Roland Petit, chez Maurice Béjart pendant 2 ans. Et ma mère qui est à la base de tout, qui m'a conseillée, qui m'a guidée, qui m'a soutenue,
qui m'a adoré, bon voilà, et qui me disait, écoute, tu sais, dans la vie, ce qui est important, c'est la liberté. Et la liberté, tu ne l'acquiers que si tu as un métier. Alors, un métier à notre époque, c'est insuffisant. Donc, il faut commencer, tu commences maintenant. J'avais fait déjà de la musique, et là, tu peux faire du professorat, et puis maintenant, tu es danseuse, c'est très bien. Eh bien, écoute, tu peux essayer quand même le théâtre. Alors, essaye le théâtre. Ce que tu vas faire, tu es tout le temps en tournée, mais chaque fois que tu reviens, tu vas prendre des cours. Va chez René Simon. Il est bien, voilà. Je suis allée chez René Simon. Je découvrais complètement le théâtre. Je ne savais pas ce que c'était. C'est un art, mais bon. Et puis, la connaissance avec certains auteurs, tout de même, Margot, c'est pas un art. Racine, tout ça, c'est intéressant. Et puis le temps a passé. Un jour, Simon me dit, toi, tu vas rentrer au conservatoire. J'ai dit conservatoire, mais conservatoire, pourquoi faire? Ben, ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rentrer au conservatoire. Je passe l'examen, je me dis, bon, il est un peu fou, mais c'est pas grave, moi je continue toujours la danse. Et parce qu'on pas n'imaginant pas que j'allais pas devenir comédienne. Et je passe l'examen, reçu. Oh! Et là, petite panique. Et j'ai dit, bon, alors je vois des gens qui étaient sympathiques. Bon, c'était bon enfant, c'était la classe de Georges Chamara, et on prenait plutôt plus de petits déjeuners le matin que le soir. Ça allait très bien. Les croissants avec M. Chamara, qui était adorable, qui était d'ailleurs au théâtre français, qui était acteur au théâtre français, qui avait hérité cette classe de Jean-Louis Barrault. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai quand même penché un petit peu du côté du théâtre, un petit peu plus, de moins en moins de danse. Un second prix, la deuxième année pour le concours, puisqu'il y avait des prix, ça n'existe plus maintenant, il y en avait. Et on me dit, bon, alors on te donne un second prix. J'ai un second prix, c'est drôlement bien, etc. Là-dessus, quelqu'un me dit, oh, mais tu sais, de toute façon, on ne remonte jamais sur un premier prix. Alors tu es tranquille, hein, tu peux dormir sur tes oreilles, de toute façon. Je dis, bon, je reprendrai la danse, 3 ans, c'est pas énorme, et puis c'est bien, bon, voilà. Et je passe le concours, le premier concours, comédie moderne, comédie classique, tragédie, comédie moderne. Premier prix. Oh! Bien. Comédie moderne, après ça, l'autre comédie. Premier prix. Je commençais un peu étouffée. Et la 3e fois, premier prix. 3 premiers prix. Alors là, c'était l'affolement, c'était la panique. Donc j'ai eu ça. Alors il y a eu un peu de publicité, évidemment, autour de tout ça. Et on me dit, mais tu sais, en fait, tu vas rentrer au français. Au français? La comédie française. Mais c'est pas possible, mais c'est une horreur. J'étais terrifiée. Et puis, j'en suis un mot, l'administrateur, j'ai signé mon contrat. J'étais, mais à l'intérieur de moi-même, dans un état de terreur permanente. Tous ces grands acteurs qui étaient là et moi, avec mes 3 prix, mes 3 années je ne savais presque rien, quoi. Je me suis dit, mais c'est une horreur, qu'est-ce que je vais passer, c'est abominable. Et je rentre, je signe, je rentre, et puis on me dit, la première chose que vous allez jouer la confidente dans une tragédie de Racine. Ah, oui, et avec qui, alors, avec qui c'était? Eh bien, c'est Madame Thérèse Marnet. Thérèse Marnet. Et moi, je jouais sa confidente, personnage qui devait avoir un certain poids quand même, pour essayer de sortir Hermione de ses angoisses, etc., de sa folie, évidemment.
Et quand je la vois, je la connaissais pas, et quand je la vois se présenter devant moi, une cariatide, c'était la tragédie qui rentrait en fait. Et je me suis dit, moi je suis un fétu de paille, qu'est-ce que je vais faire? C'était un peu... Mais ça va être atroce, mais grâce au ciel, j'avais fait de la danse. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est que dans la danse, vous avez une tenue. Vous êtes obligé d'être droit, de vous tenir. Quand vous avez mal quelque part, vous souriez. Il faut sourire tout le temps. La danse, c'est ça, c'est la grâce. Moi, j'avais quand même une petite tradition. Là, je me suis dit non, ça. Et alors, je rentrais comme ça. Mais pleine de force, terrifiée, les gens qui tremblaient, l'intérieur dévasté. Et puis alors, bon, ça a commencé, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est une horreur, il faut pas... Je vais l'empêcher de jouer, je vais la gêner, c'est pas une obsession. Je vais gêner cette femme. En plus... Quand elle jouait, elle avait les bras nus, on voyait toute la transpiration. Dans un état. Je m'accrochais à la danse, je m'accrochais à ma barre, j'avais tenu le coup jusqu'au bout, avec des mots intérieurs terribles. Et à la fin, elle m'a dit, bah, voilà, t'es contente, ça s'est bien passé. Bien passé, madame. Je dis vraiment, vous êtes sûre? Mais oui, ça va. Je remplaçais probablement quelqu'un qui avait, je ne sais pas, qui était un cacheton quelque part. C'était très peu de répétitions à cette époque-là. C'était l'époque des scans. C'était 61. Donc il y avait une fantaisie générale, française, on ne répétait pas, il y avait un beau truc du souffleur qui était épuisé. Jean Marchal, qui était un acteur merveilleux, et qui, je c'était extraordinairement, il avait du testostérone et il jouait la tragédie. Et dès qu'il rentrait en scène, il avait son trône, il s'asseyait et il regardait la souleur et il disait « à l'odeur ». Années, ma première décade avec l'administrateur qui était un homme merveilleux, qui avait beaucoup d'allure, on s'en fichait, ça, tout le monde rigolait. Il organisait les sorties de scène et il les changeait de temps en temps quand on était entonné selon les petits jeunes gens qui... Ah, il a changé, oui, parce qu'il a qui est dans ce coin, alors il sort par là. Très bien, mais c'était tout le temps comme ça. C'était très souvent, et puis alors, il y avait une fantaisie, il était sublime d'orgon, de jeu d'amour, de père, tout ça, il avait une classe folle et une fantaisie invraisemblable. On a fait des tournées, mais enfin bref, ces 10 premières années, et je me suis dit, oui, vraiment ce moment, le moment le plus important de cette vie d'acteur, qui est quand même longtemps. Et là, je me dis, ça a vraiment été... Mais qui a présidé à ça? Comment ça s'est fait? Ça, c'est dû ma mère qui m'a conduite aussi magnifiquement et qui adorait le théâtre, Pardon, voilà, c'était formidable. Et donc, ce que c'est devenu, c'était pas un dédain, mais c'était une indifférence au théâtre. Ça s'est complètement transformé. Cette passion de la danse est passée à la passion du théâtre. Et là, j'ai eu les émotions les plus grandes, évidemment, parce que la Comédie Française, qui est une institution formidable, évidemment, qui a tous les atouts qu'on peut imaginer, et surtout celui extraordinaire de servir autant de grands auteurs. Et quand on aime
ça, quand on est pris par ça. Et on se dit, on a la chance de pouvoir interpréter des rôles pareils qui vous amènent tant de joie et d'émotion et qui vous amène un public, et c'est ça qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'il n'y a pas seulement le plaisir de jouer qui est déjà infini, le plaisir de rencontrer des grandes œuvres, mais il y a le public, et quand le public est réceptif, quand le public vous aime, quand il est en émotion avec vous, quand vous partagez ou par le rire, mais c'est extraordinaire, c'est une chose magnifique, alors vive le théâtre. Hein. Je vais demander à Mine Berger de nous rejoindre. Mine, ce ne sont pas, je suis très émue, c'est terrible, ce ne sont pas nos 50 ans de travail et d'amitié, quelques 60 mises en scène réalisées ensemble, qui me donnent cette arrogance de t'appeler simplement Mine. Mais dans le théâtre tout entier, en France et à l'étranger, tout le monde t'appelle depuis des années Mine. Mine est arrivée, Mine est là. Alors, je te demande, parce que tu as horreur de deux choses, d'être sur un plateau, en scène, donc ne pas t'en aller, s'il te plaît. Parce que quand on salue pour les premières, tu passes à peine le nez, tu disparais, et puis tu as horreur absolument de prendre la parole. Et tu m'as fait jurer que tu n'étais pas obligé de parler. Alors, on dit Mine, comme on dit Barbara. Je ne citerai pas tous ceux que tu as habillés, car une semaine n'y suffirait sûrement pas. Vraiment. Mais les stars sont passées entre tes doigts de fée. Tous. Mais c'est avec la même exigence, toujours renouvelée, que tu as travaillé pour les grands comme pour les jeunes troupes de théâtre qui n'avaient pas un sou. J'en sais quelque chose. On ne peut pas citer Barbara sans immédiatement évoquer Mine et ce fameux habit de lumière, nuit, ce velours qui est peut-être ton emblème, le velours noir. Combien de fois tu m'as dit « Oh, dans une soirée, les femmes peuvent avoir les plus belles toilettes, strass, paillettes, or. Si une femme arrive dans un fourreau de velours noir, elle éclipse tout le monde. » Barbara, ta complice d'une vie entière, Barbara, qui dormait chez toi la veille de ses premières, insomniaque, morte de trac, comme je suis maintenant, hein, pour parler de toi. Elle t'entraînait à 2h du matin à Pantin pour retrouver son piano, et toi, tu restais à ses côtés. Elle ne se souciait absolument pas qu'à 7h du matin, tu ouvrais ton atelier. Mais tu ne la quittais pas, car non seulement tes soucis que tes costumes soient les plus beaux du monde, les plus aboutis, mais tu restes toujours aux côtés de l'artiste, si besoin est, une amie fidèle. Laurent Terzieff disait, quel bonheur de le citer 2 fois ce soir, le théâtre n'est pas ceci ou cela, mais il est ceci ou cela.
Tu es l'incarnation absolue de l'ampleur de notre métier. Tu as tout fait. Tu as tout honoré. Le cabaret, le music-hall, le Lido, les Folies Bergères et surtout le Moulin Rouge, où à 89 ans, tu diriges toujours l'atelier, entouré des plumes et des strass. D'ailleurs, je voudrais saluer le patron du Moulin Rouge qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous ce matin. Tu es là, dans cet atelier, tout en haut, au-dessus des ailes, là où habita Boris Vian et Prévert. Tu me disais il y a quelques jours, mais tu sais, Delbé, parce que tu m'appelles toujours Delbé, mais tu sais, Delbé, il est bien plus difficile de réaliser un petit string en strass que de te faire un costume 17e siècle. Bon. Parce que tu as habillé et déshabillé des centaines et des centaines d'artistes. J'ai failli intituler cette présentation de la cage aux folles, aux souliers de satin, lancés par Antoine Vitesse au Palais des Papes. Tu as tout fait. Tu as tout habillé. Avec un respect pour toutes. Sur la couverture du livre qui t'est consacré, il y a une photo de Joséphine Baker. Cette Joséphine Baker que tu habillas pour son dernier spectacle. Et tu me racontais qu'à 3h du matin, elle était debout, alors qu'elle allait mourir quelques jours après. Et tu essayais de lui tendre une chaise et Joséphine Baker te répondit « Mine, on ne s'assied pas quand on a un costume. » Oui, du boulevard à la tragédie, tu as tout fait. Je ne peux pas citer, ça nous prendrait une semaine, ça nous prendrait, je ne sais pas, avec Jacqueline Magnan, Edwige Feuillère, Michel Serrault, Robert Rich, tu as tout traversé. Après le musical, le cirque aussi. Ton ami Alexis Grus. Et je le dis parce que je me souviens d'une de tes répliques, enfin, où on était là à une répétition et tu me dis, tu sais, j'ai peur, j'espère que pour les trapézistes, leur costume ne va pas les gêner. Parce que c'est ça, ton génie. Tu fais toujours attention que l'artiste soit libre dans son costume. Donc le cirque, la danse, tu as habillé tout le monde aussi. Georges Donne, Maurice Béjart, pour son film 1789, Roland Petit, Caroline Carson. Je ne peux pas les citer. Pardonnez à ceux que je ne cite pas et ne m'en veux pas si je ne cite pas tout le monde. La danse, l'opéra, Montserrat Caballé, Barbara Hendricks, Ruggiero Raimondi, bref, etc., etc. Et là, c'est ta petite fille, ta filleule qui t'applaudit. Doro Disney, car même Mickey s'est laissé transcender. La télévision, les grandes soirées. Marité Gilbert Carpentier avec toutes les vedettes. La haute couture avec tes amis Thierry Mugler, Karl Lagerfeld, qui t'appelait toujours auprès de lui. Bref, vous avez compris, c'est un monde entier que Mine nous dévoile. Mais pourquoi cette adolescente qui habitait dans un village de 900 âmes et dont le père était vigneron, devient cette Mine fabuleuse? Tu avais deux rêves. Entrer dans le monde du spectacle. Tu avais vu Gréco et Montand lors de tournées. Et puis, aller à Paris, où tu avais assisté à un concert d'Ella Fitzgerald. Et puis tu avais un amour. Tu avais vu Gérard Philippe dans Le Diable au corps, et tu as appris qu'il allait jouer pas loin de chez toi, au Palais des Papes à Avignon, le Prince d'Hambourg. Alors à 17 ans, avec ton amie Anne, qui t'accompagna toute ta vie, vous fîtes du stop, et vous partîmes, et tu me dis que te retrouver là, au Palais des Papes, devant Gérard Philippe, restera pour toute ta vie peut-être le souvenir qui t'émeut le plus. Voilà, à la rencontre du Prince de Hambourg. Ton père qui t'adorait finit par céder. Bon, il envoyait sa fille à Paris. Et ton amie Anne, alors qu'à l'époque, c'était un peu vers la prostitution. Hein, pour un petit village de 300 habitants. Heureusement, ton amie Anne était déjà partie à Paris pour être comédienne,
Elle avait une petite chambre de bonne et vous partagâmes la petite chambre de bonne. Et là, comme elle suivait les cours de Dullin, elle te présentait à ses amis, au Lapin Agile, où toute une jeunesse bruyante rêvait de grands spectacles. Et elle te présenta à René Alliot, peu connu alors, et aussi à André Rébaz, qui allait monter Don Juan de Molinaro. Ils cherchaient une costumière, ils n'avaient rien pour les costumes. Ton ami Anne dit « Oh, mais elle peut les faire, hein ?» Et toi, tu dis « Ah oui, oui !» Tu dis « Oui, oui !» Tu avais quand même déjà trafiqué une robe. Je me permets de vous raconter ça parce qu'on prend mine. Non. T'aimais beaucoup aller danser, tu flirtais, et un jour tu ne voulais pas aller au lycée, tu n'aimais pas aller au lycée. Tu avais simulé une crise d'appendicite à ta mère, qui te crut, heureusement ou malheureusement, qui t'emmène chez le chirurgien, qui diagnostique ça, qui dit « Oui, elle a l'appendicite, je l'opérerai le 17 juillet. » Mais tu avais dit que tu avais l'appendicite pour essayer de rejoindre ton copain et de pas aller au lycée. Tu te dis « Est-ce que je vais dire que j'ai pas l'appendicite ?» Ben non, de toute façon, on m'opérera. On t'opérera le 17 juillet. Sauf que tu finis une péritonite aiguë. 15 jours de convalescence, 15 jours enfermés, les dieux étaient avec toi. Il y avait une machine à coudre de ta grand-mère et tu te trafiquais une robe avec les vieux rideaux de ta mère. Et c'est ainsi que tu commenças. Voilà. Mine, c'est très compliqué de parler de toi, d'évoquer, mais permets-moi quand même. Je crois que tout le monde a compris que une fois que tu as rencontré René Alliot et André Rébaz, l'année d'après, ils montaient Pergunes à Chaillot. C'est Chaillot où jouait Gérard Philippe. Et là, Mine était née. Permets-moi d'évoquer juste ton atelier que j'ai tellement connu, l'atelier de la rue d'Argenteuil. Cet atelier où, quand on sonnait à la porte, Dalida entrait. Après, c'était ton ami, dont tout le monde a oublié le nom malheureusement, immense metteur en scène, Denis Lorca. Ah non. Tant d'artistes, des plus grands aux plus obscurs, tant de choses que tu as faites. Et cet atelier qui bruissait, pas très grand, où tu avais plus d'une vingtaine de filles, ou qui, à tour de rôle, dînaient dans cette petite cuisine, où les stars se mêlaient, picorant avec les filles. Ton chef d'atelier, Monique. Jean-Loup, ton assistant, et avec qui nous avons fait des fesses la nuit, car tu n'étais pas sage. On se déguisait, on faisait les fous, on envoyait les assiettes par-dessus les fenêtres, c'était extraordinaire. Janine, Magie, qui te faisait des turbans du désert extraordinaires. Je ne peux pas citer tout ton atelier. Tu n'as jamais dessiné. Moi, je ne t'ai jamais vu coudre. D'ailleurs, je ne sais pas si elle coudre. Et pourtant, tu as été auprès du génie RT pour qui tu gardes toujours une admiration absolue. D'ailleurs, tu me racontais, c'est très beau, parce qu'il n'y aura plus de souvenirs comme ça. RT arrivait un jour tout en vert, le lendemain tout en jaune, le troisième jour tout en rouge. Ah, ce monde de folie. Mais tu as le génie de prendre du tissu et de le draper merveilleusement autour de quelqu'un. Tu révèles l'âme des artistes et je crois que c'est pour ça que toutes les stars ont voulu travailler avec toi, ont voulu que tu les habilles. Mais tu ne fais pas que des habits très chers, parce que tu as le génie aussi du théâtre, ce métier que nous faisons quelquefois sans argent. Et je me souviens de cette ville de Claudel où j'avais quand même de très grands acteurs, Michel Doré, Lisette Malidor, que j'avais été chercher au Moulin Rouge, Jean-Claude Dreyfus, mais je n'avais pas d'argent pour les costumes et tu as eu ce génie de me dire « Et si on les habillait de clochards, de manteaux de clochards ?» Je dis oui. Et nous voilà chez Sadessian,
avec 5 mètres de haut de costume de clochard, de manteau de clochard. J'en ai encore des caisses entières chez moi. Alors, je ne veux pas être trop longue, hein, mais là, c'est compliqué. Hein. Pour moi, tous tes costumes, tout ce que tu as fait. Et puis, je vais finir par là. Quand on arrive à ton atelier au Moulin Rouge, et il y a 3 costumes sur 3 mannequins, le dernier costume de Barbara, comme une tornade noire qui va vers le ciel, qu'elle ne porte à jamais puisque 3 jours après elle mourut. Le costume de Gréco qui avait été absolument l'idole de ta jeunesse et qui te demanda un jour de l'habiller, seulement en te voyant et en voyant la robe que tu t'étais faite en petit velours noir lycra chez toi, elle te vola cette robe, car elle disait « dedans j'ai l'air d'un oiseau ». Donc cette petite robe noire qui est au Moulin Rouge. Et puis une 3e, qui est Nana Mouskouri. Et je voudrais dire que je crois que ta dernière création pour Nana Mouskouri, pour les Jeux Olympiques à Athènes, où elle chanta l'hymne grec, c'est arrivé dans le théâtre antique, dans l'amphithéâtre à Athènes, dans cette robe de lumière blanche, ce drapé où l'épure totale de ton art, Mine. Les larmes me vinrent aux yeux en disant « Mine, c'est tout. Du Moulin Rouge au théâtre antique, elle a tout dans les mains. Merci, Mine. » Anne Delvey a tout dit. C'est incapable de parler. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Bravo! Au nom de l'ART, qui salue tous les métiers du théâtre, c'est ça qui est beau. Ne pas oublier que ce prix salue tous les métiers du théâtre. Pour l'artiste que tu es, pour tout ce que tu as fait et feras, parce que tu as beau me dire, TLB c'est fini, j'arrête. Tu n'arrêtes pas, heureusement. Avec ton assistant d'un peu plus de 20 ans, et quand on les voit tous les deux, on se demande qui est le plus jeune. Eh bien, pour l'artiste que tu es et l'artisan que tu es, pour, je crois, que tu es à la hauteur de ce qu'on appelle les compagnons du devoir, pour les cathédrales que tu nous as bâties, je te remets ce brigadier d'honneur. Donc, clôturer cette cérémonie et cette belle matinée, j'appelle maintenant 2 poids lourds de la lumière, Jacques Rouvérolis et Laurent Béal. Soyez gentils, j'ai un service à vous demander. Si vous croisez Aurélie Filippetti, ne lui dites surtout pas que Jacques Rouvérolis a aussi éclairé les plus grands artistes de variété. Ne lui parlez que des pièces, c'est tout.
Et si vous la croisez une deuxième fois, j'ai un deuxième service à vous demander. Ne lui dites surtout pas que Maxime Dapovitch s'est lancé dans une carrière d'imitateur. Bonjour, je suis très fier, très heureux de remettre ce prix, mon cher Jacques. Moi, j'ai commencé, j'étais électro à la Comédie des Champs-Élysées, et à cette époque-là, il y avait peu d'éclairagistes, ils arrivaient, il y avait André Dio, Tissier, Wenger, et Jacques Roverolis, quand il est arrivé, ils m'ont super impressionné. C'est la star, celui qui est arrivé chez nous. Et j'ai appris beaucoup avec toi, vraiment j'en suis très heureux. Tu étais l'homme des idées à l'époque, c'était Johnny déjà, avec 5000 projecteurs en scène. Je me souviens, c'était à nous, super impressionné, 5000 projecteurs. À la Comédie des Champs-Élysées, on était comme ça, on s'est dit. Et puis quelques années après, je revois Johnny au Théâtre de Paris, pour son anniversaire, et tout le monde se dit, putain, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Tout le monde a très très peur. Et moi je faisais l'autre spectacle, donc on avait tous très peur qu'il installe comme ça des tonnes de projecteurs. Et puis non, 36 projecteurs posés au sol, et c'était sublime. C'était vraiment magnifique. Tu étais vraiment le maître dans la simplicité, comme dans l'opulence absolue, vraiment. J'ai appris juste toujours, j'apprends de toi, et vraiment merci pour tout ce que tu m'as appris. Mais je vais lire une lettre de Jean-Luc Tardieu pour toi. Mon très cher Jacques, quel bonheur, mais quel bonheur de ne pas être présent à cette cérémonie et d'échapper ainsi à l'obligation de faire publiquement ton éloge. Chers membres de la RT et vous tous, grande famille du théâtre, je vais lâchement profiter de mon absence qui me met à l'abri des représailles de l'intéressé pour vous dévoiler qu'un éclairagiste, même réputé, peut avoir sa part d'ombre. Il y a, disons publiquement bien longtemps, une proposition fut faite à l'homme que vous allez honorer d'éclairer Jean Marais dans un spectacle de Jean Cocteau au théâtre de l'Atelier. Ce type de projet pouvait éveiller un certain intérêt. Je suis sûr d'ailleurs que Laurent Béal, que je remercie, n'aurait pas dédaigné une telle offre, ça c'est sûr. Monsieur Roverolis, lui, se fit longuement tirer l'oreille. Non, monsieur, il était très respectueux à l'époque, ça a bien changé. Non, monsieur Jean Marais, Jean Cocteau, l'atelier, le théâtre, ce n'est pas mon monde, ce n'est pas ma culture. Moi, j'éclaire Sylvie Vartan, Michel Polnareff, Michel Sardou, Johnny Hallyday, alors bon. Devant l'absence de réaction de ma part, il ajoute, et j'éclaire, Chantal Goya. Évidemment, là, je suis un peu atterré. Chantal Goya, Jean Cocteau, on voit qu'il y a l'abîme qui les sépare. Et il était peut-être sage de ma part de renoncer. La proposition était donc sur le point d'être annulée. Quand l'intéressé lâcha, bon, allons-y, on verra bien. Et en effet, on a vu. La suite, vous la connaissez, elle justifie sa présence ici. Depuis, il a éclairé Molière, Beckett, Claudel, Proust, Schmitt, j'en passe. Etc. Cher Jacques, tu as acquis donc depuis une absolue légitimité théâtrale. Tu as, selon ta propre expression, fini par devenir cultivé. Mais je pense que ce prestigieux parcours aurait pu ne jamais voir le jour s'agissant de toi, je devrais dire, de ne jamais voir la lumière à cause d'un petit accommodement avec la vérité. Il aura fallu en effet 40 ans pour découvrir le poteau rose dans ton livre. Mes années-lumière, tu y avoues n'avoir jamais éclairé Chantal Goya. Soyez donc conscients qu'en honorant un créateur de génie, vous allez aussi honorer un sacré menteur. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Mon regret ne pas être là ce soir pour te voir et t'entendre frapper tes 3 premiers coups avec ton brigadier personnel. Je me rattraperai avec tous les levées de rideau qui vont suivre, car comme le disait et le chantait ton copain Johnny, pour toi, la vie va commencer. Je t'embrasse malgré tout, Jean-Luc Tardieu. Dans cette salle. Bonne partie. Une très grosse partie. Yes. Donc je te remets au nom de la RT et du public et du théâtre en général et autres, ton brigadier d'honneur
pour la lumière et tout ce que tu as autour de nous. Merci, je remercie l'Arte, c'est ça? Merci, je suis très très ému et comme ça fait un moment que tout le monde parle, je vais faire très très court. Merci à vous tous, à vous toutes et tous. Le théâtre m'a permis de jamais m'ennuyer et ça continue. Pour moi, c'est toujours la première fois. Merci et bonne matinée. Serré. Aujourd'hui, je vais demander au jury du prix du Brigadier de nous rejoindre sur scène pour la photo de famille. Merci. Un dernier petit mot pour ceux que ça intéresse et qui se sentent concernés. Dans 5-10 minutes, Karen Fayev et une autre adjointe à la maire de Paris et la maire de 14e arrondissement vont venir inaugurer une plaque qui a été apposée sur la façade du théâtre Montparnasse en mémoire de Myriam Fon de Colombie. Mesdames et messieurs, Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme maire du 14e arrondissement, il me revient le mot d'accueil et visiblement il est réservé à Monsieur Tamin le témoignage. Mais j'aimerais témoigner aussi un tout petit peu parce que je viens au théâtre Montparnasse et Petit Montparnasse et puis je suis venue quand Myriam Fon de Colombie était présente. Et j'ai un souvenir très précis. Je venais d'ailleurs toute seule, sans forcément prévenir de ma venue, comme élue du 14e arrondissement. Et j'ai un souvenir très précis de la très grande qualité et du très grand soin et de la très grande élégance de l'accueil qu'elle réservait à l'ensemble des spectatrices et des spectateurs de ce théâtre. Et le grand soin qu'elle prenait aussi à accueillir chacune et chacun d'entre nous, à lui trouver une place dans les deux salles et puis aussi à avoir également cette grande qualité de présentation du spectacle que nous allions voir. Alors, une fois ce petit témoignage dit, je suis l'élue locale du coin, la maire du 14e arrondissement, la maire de la rue de la Gaîté, qui est dans Paris, eh bien, un des endroits les plus denses et les plus prolifiques en théâtre
de l'ensemble de la capitale. Et nous essayons d'y prendre grand soin et d'être aussi les plus attentifs possibles à ce que la rue de la Gaîté et ses petits trésors communs, en fait bien communs de la culture, restent bien dans cette destination-là, et pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur des Parisiennes et des Parisiens, mais on vient d'ailleurs aussi rue de la Gaîté. Une des dernières fois que je suis venue, et c'était aussi pour voir une programmation toujours très pertinente et très audacieuse. Et d'ailleurs, je crois que le prix du Brigadier, qui sonne la levée de rideau dans le théâtre, a montré, de par toutes ces années d'existence, l'audace et l'impertinence des lauréats et des personnes du théâtre, des personnalités du théâtre à qui on a remis les prix. Et j'ai aussi ici un souvenir d'avoir vu la pièce de théâtre Les Chatouilles, et j'ai aussi vu la pièce de théâtre qui avait été menée par Emmanuel de Chartres. Je ne sais pas si Emmanuel est ici, mais je voulais lui faire... Il est là. Emmanuel, voilà. Et du coup, je trouve que c'est... merci Emmanuel, je suis très contente et très heureuse de te revoir. Et du coup, il y avait ici les jeunes générations et les générations les plus expérimentées aussi qui sont montées sur les planches de ce théâtre. Alors, c'est pour nous un point d'honneur, et merci à toutes celles, Karen Tayeb en premier chef, mais à toutes celles et à tous ceux qui nous permettent aujourd'hui de nous réunir pour dévoiler cette plaque. Mais en tout cas, je sais que Myriam, Feun de Colombie, s'inscrit dans le matrimoine de ces femmes qui, dans le 14e arrondissement, ont compté et ont toute leur place sur l'espace public, mais ont compté pour la culture, pour le spectacle vivant, et pour, du coup, finalement, ce qui nous réunit, nous fait grandir et nous fait du bien. Donc, messieurs les directeurs, prenez soin de ce petit lieu. Nous aussi, nous en prenons soin. Et l'histoire aussi de ces deux lieux est extrêmement importante, parce que justement, c'est qu'à un moment donné, des femmes et des hommes ont apporté leur contribution à faire en sorte qu'une adresse et que plusieurs adresses rentrent dans le patrimoine commun de la culture. Donc, vive la culture, vive le théâtre privé, rue de la Gaîté et ailleurs. Soyons fidèles et à la hauteur du soutien dont vous avez aussi besoin. Et puis, vive les femmes aussi dans la culture aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Monsieur Bertrand Tamin, directeur du théâtre Montparnasse et Petit Montparnasse. Madame l'adjointe à la maire de Paris, Madame la maire d'arrondissement, le théâtre Montparnasse et moi-même vous remercions pour la pose de la plaque qui honore cette grande directrice que fut Myriam de Colombie. Arrivée à la direction du théâtre en 1986, direction qu'elle a longtemps partagée avec Jérôme Mulot, que je salue, qui est là, seule sa mort a mis fin à ses fonctions et à ses projets. Entre-temps, excusez du peu, elle aura modernisé le lieu, acquis les murs, reconstruit le Petit Montparnasse et bien sûr découvert tant et tant de talents, auteurs, metteurs en scène, comédiens et comédiennes. Je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Si elle nous a quittés il y a maintenant plus de 3 années, jamais elle n'a été aussi présente. Il en est ainsi des êtres d'exception. Leurs souvenirs, loin de s'effacer, demeurent vivaces et se renforcent même au fil du temps. Quiconque fréquente ce théâtre ne peut s'empêcher de penser à elle. Sa mort a laissé un grand vide dans le métier. L'expression que j'ai le plus entendue depuis, c'est « des femmes comme elle, il n'y en aura plus, le moule est cassé ». Elle était de la boutique, Conservatoire national d'art dramatique, Comédie Française. Elle avait coché toutes les cases. Sa passion pour le théâtre, dont elle a exercé tous les métiers, comédienne, productrice et même de temps en temps costumière, remplissait sa vie.
je me souviens amusé d'une célèbre critique qui m'avait un jour demandé qui était cette Muriel de Bolivie qui avait signé les costumes d'une pièce au Petit Montparnasse et dont elle n'avait jamais entendu parler. Où qu'elle parte, en week-end ou en vacances, elle emmenait des piles de manuscrits à lire. Quand un texte lui plaisait, elle rencontrait l'auteur, parlait metteur en scène et distribution avec lui, et si par chance les planètes étaient alignées, alors le projet pouvait voir le jour. Décor, costume, lumière, rien n'échappait à son regard expert. Et plus la date de la première approchait, plus elle était présente, conseillant les uns, corrigeant les autres, les réconfortant quand c'était nécessaire, mais aussi se fâchant parfois. Un metteur en scène m'a dit un jour « Myriam m'énerve, parce qu'elle a presque toujours raison. » Les soirs où elle n'était pas au Montparnasse pour accueillir son public, c'est qu'elle était dans un autre théâtre, accompagnée de son mari Jean-Louis, aussi passionné qu'elle. Et le mois de juillet à Avignon, c'était théâtre, théâtre, théâtre. Et son aura ne s'est pas limitée au seul théâtre Montparnasse. Elle a longtemps siégé dans les instances, au comité directeur de notre syndicat, au conseil d'administration du fonds de soutien, à celui des Molières dont elle fut même présidente. Elle serait très peinée et même choquée des faux procès qui sont actuellement faits au théâtre privé. Il est bien trop facile de nous accuser de toutes les turpitudes, et les administratifs qui nous stigmatisent révèlent surtout leur totale méconnaissance de notre secteur, maniant les a priori les plus éculés et une sacrée dose de mauvaise foi. Plus que jamais, nous avons besoin du soutien des élus. Alors bien sûr, son côté grande dame pouvait en intimider ou en effrayer certains. Mais pour ceux qui savaient voir par-delà la première impression, on découvrait une femme au cœur immense qui savait se plier en quatre pour aider les gens qu'elle aimait et les soulager quand c'était en son pouvoir. Elle veille de là-haut, c'est-à-dire des cintres du théâtre, sur son mari Jean-Louis, sur sa cousine Valérie, sur ses beaux enfants Alexandre, Stanislas, Juliette, Charlotte et Sébastien, sur toute sa famille et ses amis, et sur son cher théâtre Montparnasse. Elle, qui n'a jamais eu d'enfant, était la plus maternelle des femmes. Madame Karen Periel, adjointe à la maire de Paris chargée du patrimoine, de l'histoire de Paris et des relations avec les cultes, représentant la maire de Paris. Madame la maire du 14e, chère Karine Petit, mesdames et messieurs les élus, cher Thierry Ledez, cher Jacques Martial, qui n'est pas élu du 14e mais du 12e, mais qui est comédien. Et je voudrais avoir une pensée pour ton frère Jean-Michel Martial, qui était aussi un très très grand comédien. Monsieur le directeur du théâtre, cher Bertrand Tamin, monsieur le directeur de l'ART, cher Pascal Monge, chère famille de Jean-Louis et de Myriam, chers auteurs, autrices, chers comédiens, comédiennes, metteurs en scène, régisseurs, ouvreurs, ouvreuses, administrateurs, administratrices, mesdames et messieurs. Nous rendons hommage à une grande femme aujourd'hui, une grande femme du théâtre français qui, du Conservatoire de Paris en 1960, en passant par la Comédie Française, en tant que pensionnaire durant 11 ans, puis par le célèbre théâtre à la télévision qui nous a enchantés dans les années 70 au théâtre Ce Soir, est devenue directrice du théâtre Montparnasse en 1984, il y a 40 ans. Myriam Fun de Colombie nous a quittés le 21 avril 2021 à l'église Saint-Roch pour l'accompagner à sa dernière demeure. Sa famille et de nombreux artistes étaient présents. Mais la grande famille du théâtre ne pouvait être au complet, car souvenez-vous, nous étions en plein Covid. Aujourd'hui, vous êtes très nombreuses et nombreux pour honorer celle qui a vécu une grande partie de sa vie ici, au théâtre Montparnasse, dans son théâtre, avec passion et élégance. Élégance, voilà le mot qui me vient immédiatement en pensant à elle. Alors je vous en avais fait la promesse lors du prix du Brigadier 2021, je crois, il y a 3 ans, et nous y sommes. Dans quelques instants, oui, son nom sera gravé pour l'éternité sur les murs de son théâtre. J'ai alors proposé ce vœu et je veux remercier mes collègues Karine Petit, maire du 14e arrondissement, et de cette superbe rue de la Gaîté, chère Karine, qui pourrait s'appeler la rue des théâtres,
Et puis je voudrais remercier Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire, qui a œuvré pour rendre cela possible. Myriam de Colombie a été une très grande comédienne avant de se consacrer à son théâtre. À sa sortie du conservatoire, élève de Henri Roland et de Fernand Ledoux, elle joue au théâtre du Palais Royal. Avec sa beauté et son élégance, on lui confie des rôles de jeune première, Marianne dans la Var ou Euphrosine dans l'île des esclaves de Marivaux. Elle va être aussi sœur Valentine dans Dialogue des Carmélites. Elle sera aussi Dorimène du Bourgeois gentilhomme ou Célimène du Misanthrope et bien sûr Roxane de Cyrano de Bergerac. Petite parenthèse, cher Bertrand Tamin, vous qui avez pris la relève de ce grand théâtre, le Cyrano mis en scène par Alain Sachs est un pur régal. Il est là. Bravo, cher Alain. Après ces grands classiques, Myriam de Colombie se tournera vers le boulevard. Place aux grandes années du théâtre ce soir. Les Trois Coups, comme on l'a entendu tout à l'heure, avec ce prix du Brigadier, qui résonne à travers la télévision en noir et blanc. J'étais enfant quand je regardais, j'avais cet appétit pour ces soirées de télévision. Et puis ces deux phrases célèbres qui vont forcément résonner dans vos oreilles. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Honorer Myriam de Colombie, c'est honorer le théâtre français. C'est honorer son œuvre, mais c'est surtout honorer une femme d'exception. Dans nos rues parisiennes, ce sont le plus souvent des noms masculins qui jalonnent nos places et nos avenues. Car il a fallu des siècles pour autoriser les femmes artistes à entrer aux Beaux-Arts, à voter, à faire de la politique, à oser publier ou même exposer les œuvres, leurs œuvres, et ainsi laisser quelque part dans nos rues leur nom. Je sais que c'est un sujet qui est cher au cœur de Karine et que nous le partageons, mais on peut le dire, à Paris, des femmes se sont emparées des théâtres. Virginie Desjazet, Sarah Bernard, Marie-Belle ont elles aussi dirigé des théâtres. Virginie Desjazet, après avoir joué dans de nombreux théâtres parisiens, achète un théâtre pour faire jouer son protégé, un certain Victorien Sardou, mais qui ne lui sera pas très fidèle parce qu'une fois le succès arrivé, il filera chez Sarah Bernard, immense comédienne, bien sûr, qui dirigeait également un théâtre. Et bien sûr Marie-Belle, qui après 32 ans à la Maison de Molière, achètera le théâtre du Gymnase qui porte son nom aujourd'hui. Ces femmes ont pu montrer leur talent et leur audace. Et Myriam Fun de Colombie fait partie de ces grandes femmes du théâtre qui non seulement ont été applaudies sur scène, ont tout joué ou presque, se sont données tout entières à cet art et qui un jour sont passées de l'autre côté. Pas côté scène ou côté jardin, mais celui de l'accueil du public, de la production, de ce qui rend possible le théâtre, de ce qui donne aux auteurs et aux autrices la possibilité de monter leurs pièces, aux comédiens, aux comédiennes de vivre leur passion devant un public nombreux. Diriger un théâtre, cher Bertrand Tamin, c'est prendre des risques, c'est choisir les pièces qui seront jouées, avoir la bonne intuition de ce qui plaira au public, remplir les salles chaque soir, car oui, le théâtre est aussi une entreprise comme une autre. En 1984, lorsque Myriam Fun de Colombie fait l'acquisition du théâtre Montparnasse avec son mari, Jean-Louis Villegrain, elle fait restaurer la façade, les cariatides et les mascarons. Et ça, là, c'est l'adjointe en charge du patrimoine que je suis qui s'en réjouit. Elle fait installer un bar-restaurant. Elle vérifie chaque détail. Elle arpente son théâtre. Les manuscrits débordent et la programmation du Théâtre Montparnasse est un sans faute à chaque fois, que ce soit avec les auteurs classiques ou contemporains. Mais avec son énergie débordante, elle transforme aussi cet ancien entrepôt de décors en une salle moderne de 200 places consacrée à des écritures contemporaines et surtout à la découverte de jeunes talents. C'est le petit Montparnasse. Oui, Karine, tu as raison d'avoir rappelé combien elle nous savait nous accueillir. Et on a toutes et tous en mémoire, non seulement son sourire, mais la façon dont elle nous prenait en charge dès l'entrée dans ce hall du théâtre. Et je veux remercier les fleuristes de la ville de Paris qui nous ont proposé ce bouquet. Il a toute l'élégance et la beauté de Myriam Fun de Colombie. Le théâtre Montparnasse a eu 117 nominations Molière, dont 38 statues. J'imagine son bonheur et sa fierté
Aujourd'hui, le rideau s'est levé sur la rue de la Gaîté et c'est nous qui lui disons merci au nom de la maire de Paris. Merci. D'accord. D'accord.